Ah bon, allez, faut se lancer. Salut tout le monde, comment ça va? Toujours moi. C'est toujours moi pour le tryhard. Le tryhard numéro 8, on va dire. Ou 7, 7 et quelque chose encore. Voilà. Donc c'est la suite, on va dire le précédent c'était le 7.1 et celui-là c'est le 7,5, mais j'ai déjà dit 7,5. Bref, tryhard 8 aujourd'hui. Et on va continuer sur notre idée d'algorithme génétique. Donc si vous n'avez pas vu les algorithmes génétiques, on en a parlé dans les tryhards précédents en fait. Et on a pas mal galéré. Et on a réussi en pas mal de générations. C'était quoi? C'était en 1200 générations. On a réussi à retrouver la phrase «Mon royaume pour un cheval» à partir de phrases générées complètement aléatoirement. Donc on peut voir ça au début, voilà, on a des phrases qui ressemblent à ça, et petit à petit, en les faisant se reproduire, en sélectionnant les meilleurs, etc., on arrive à avoir quelque chose de très correct, voire la bonne solution. C'est les algorithmes génétiques. Allez voir les tryhards numéro 7 pour ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire on va essayer de retrouver une phrase, entre guillemets. J'ai trop la flemme de lever les deux bras, donc je fais les guillemets avec qu'un seul bras, je fais les deux en même temps, comme ça, là. Espèce de lumière. On va essayer, en fait, de retrouver cette image-là. Donc un petit poule très sympathique, qui m'a filé une collègue. C'est vrai que j'aime bien. Ce foot, il est très bien fait. Il est très bien fait, il est très charmant, il est très chouette. Et du coup, on va essayer de retrouver ce poule à partir d'une, comment dire, à partir de rien en fait, en algorithme génétique. Voilà. Bah oui. C'était évident, hein. Voilà. Ok, donc on va fermer. C'est un PNG image, donc les PNG, si vous voulez, ça va travailler un petit peu différemment que les phrases, les tableaux. Et on a installé une gemme qui s'appelle Chunky PNG, qui est vraiment super pour travailler avec les PNG. J'ai expérimenté un petit peu les PNG. Avant de trouver cette gemme, je voulais essayer de voir un petit peu comment ça se manipulait, comment ça se faisait, tout ça. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et vraiment, cette gemme, elle est parfaite parce qu'en fait, elle vous donne l'image sous forme d'un tableau avec des couleurs qui sont compréhensibles en RGB ou en hexa ou en des trucs. Voilà, c'est complètement fou. C'est vraiment génial et on peut faire quelque chose. Donc, par exemple, si je vous montre rapidement, the server is already running. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je peux lancer un autre. Ok, on va lancer une console. On a une console qui est là. Si par exemple vous faites chunky png, voici. Voilà. Là, chunky png. C'est quoi? De point image.new, je crois. Point .new, on met la largeur et la hauteur. Et on peut mettre une couleur de base. Par exemple, on va mettre. Ah oui, il faut mettre chunky. Voilà, les images c'est chunky png color from egg. Et on va mettre par exemple le super rouge
un rouge très chouette que j'aime bien moi. Ah oui, il faudrait le sauvegarder quelque part. On va le mettre dans A, voilà. Et là, on va faire A.save et on va donner un chemin. Et donc notre chemin, on va dire, c'est test tryhard.png. Donc normalement, vu qu'on est dans space, on devrait la voir quelque part par là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bug? Ah oui, d'accord. Oui, oui, donc là, il y a un bug. Là, ça ne marche pas du tout. Ok. Non, je sais pas. En même temps, j'ai pas recheck mon environnement pour ça. Ok, donc là, je fais juste un petit test pour vous montrer comment créer une image. Donc on va refaire le a.save, tout ça. Hop, hop, hop. Mais là, le chunky PNG, il devrait pas me renvoyer un truc. Est-ce que... Ah oui! Ah mais oui! Ah mais oui! Qu'est-ce qu'on est bête! Enfin, moi, voilà. Là, le egg, il faut mettre des doubles cotes. Et voilà! Et voilà, donc vous voyez, le chunky PNG, il va nous donner en fait un tableau avec les valeurs en exact, etc. C'est vraiment super. Et là, on a fait a.save, il nous a créé un nouveau fichier, et si on va là-dedans, on devrait le voir, voilà, testtraya.png, et si ça fait open with aperçu, boum, on a un petit carré rouge. C'est exactement ce qu'on lui a demandé. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de mettre ici euh, une couleur en fait pour tout. On peut très bien dire, on a une méthode qui s'appelle a.pixel qui renvoie la liste en fait de tous les pixels et on peut dire et on peut aussi sélectionner directement avec un truc, par exemple 1, 1, ça c'est le pixel à 1, 1 et lui peut lui donner une couleur différente. Et donc on va faire ça, on va lui donner une couleur différente. Par exemple, on va le mettre blanc ou un truc chelou. Voilà, on va resave, hop, et on va réouvrir notre image, open. Et là, donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais si je zoome, on a un petit pixel jaune. Ah ouais, pour les daltoniens, ça va pas être facile ça. Ah oui. Bon, on a un pixel jaune ici. Pour ceux qui sont daltoniens, non mais daltoniens, ils voient le jaune. C'est au rouge, donc j'aurais dû prendre du bleu. Le bleu, ça tout le monde le voit. Ah, j'étais bête. Ok, c'est pas grave. On pense à nos amis daltoniens, bisous à tous les daltoniens. Et plus particulièrement à tous les daltoniens qui s'appellent Roger. Voilà. Donc si vous avez un ami daltonien qui s'appelle Roger, passez-lui une bise. Donc, ce qu'on va faire, on peut aussi avoir un chunky PNG à partir d'un fichier qui existe, comme c'est le cas ici. Hein. Voilà, donc là on fait from file et on va donner donc l'image du poulpe que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est notre search value. Donc on va dire search image. La value qu'on va chercher, en fait, ça va être le tableau de pixels. Voilà, on va pas recréer des images à chaque fois, etc. Ça serait très lent, c'est long. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps en informatique. On n'a pas le temps. Voilà. Search image.pixel et les gènes available, on va dire, c'est searchimage.pixel.unique. Donc, grosso modo, on va pas aller chercher dans toutes les couleurs possibles du monde entier, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien.
Vous avez aussi la transparence qui est prise en compte. Donc ça vous fait 255 fois 255 fois 255 fois 255, donc exposant 4, ça vous fait des milliards de couleurs. Ça fait beaucoup trop de couleurs, et l'algorithme prendrait un temps fou. Croyez-moi, je vais tester. Donc on va prendre juste voilà, les couleurs qui sont présentes dans l'image, ça nous permet de limiter un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, que là on a a priori, là on a complètement, il faut que je fasse un truc 2 secondes. Ok, c'est la... Ah, c'est... ok. Donc, voilà, on a tout qui pourrait fonctionner très bien, vu qu'on a voilà, les gènes, c'est sur le available gène, c'était des tableaux, c'était tout ça, c'était vraiment très bien. Mais vous allez voir que cette image-là, l'image qu'on en sort, elle fait environ 260 pixels par 130 pixels. Ce qui fait qu'on a un tableau, avant notre curve value, là, elle avait une taille de 20, de mon royaume pour un cheval, point size, donc ça faisait pas beaucoup. C'est quoi, mon royaume pour un cheval, point size, voilà, 26 caractères. 26 caractères, c'est pas énorme. Là, on est passé à 33 000 valeurs. Donc, vous multipliez le temps d'exécution, etc. Comme on n'a pas le temps, du coup, on va faire ce qu'on appelle un algorithme de hill climbing. En français, du gravitage de petite colline. Petite colline. On va monter la petite colline. Qu'est-ce que c'est? C'est un sous-algorithme génétique, on va dire. C'est un algorithme génétique qui ne prend pas de population, qui ne prend pas de reproduction et qui se base uniquement sur la mutation. Donc, on va aller très rapidement, on va un petit peu modifier tout ça. On va modifier tout ça. Donc là, la population, on va pas faire make population, on va dire personne reçoit make personne. Je crois qu'on l'avait appelé comme ça. Voilà, make personne. Ok. Donc on va créer une seule personne. Ensuite, on va évaluer cette personne, d'accord? On va la faire muter, donc mutate personne, arrobase personne, tout ça comme ça, il tournera. On va stocker en fait la mutation, on va évaluer la mutation, donc on évalue la personne, on fait muter, on évalue la mutation, et ensuite on dit si la mutation de score, enfin le score de la mutation est supérieur au score de la personne, d'accord, on va on va dire là la personne, c'est quoi mutation. Donc en fait, on va faire muter en espérant que par hasard, on tombe sur un meilleur résultat. Voilà. Et du coup, best of population slash personne. Alors voilà, comme il y en a 10 000, et voilà. Et break if personne.score de score égal curve value
size. Ça, on s'en fout, on dégage. Donc, new taste population, on dégage. Reproduce, on s'en fout. Make matching pool, fit person, fit population, on dégage aussi. Evaluate population, on s'en fout. Make population, on dégage. Make person, make deal. Ok. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu plus à la, à la fonction de mutation. Donc déjà on va l'afficher ça, on va l'afficher et je me rends compte que j'ai oublié un truc très important. C'est que comment est-ce qu'on va afficher notre image, c'est qu'à un moment il va falloir la créer et j'ai complètement. Donc là on va prendre TNT. Ah, voilà. On va prendre. Alors ne regardez pas, ça c'est pas du tout fait. Voilà. On va prendre ces deux fonctions. Ça c'est juste pour l'affichage en fait. C'est vraiment pas grand chose. Grosso modo, ça permet de transformer. Alors, ça permet de sauvegarder une image à partir d'une liste de gènes. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a. Et l'autre, en fait, permet. Je vous l'explique en détail. Finissage, je vous l'explique. Hop. Et le score. Le score, on s'en fout. Du score, on va juste mettre l'image. Voilà. // Ok. Donc, ces deux fonctions qu'on vient de copier, ça sera uniquement pour l'affichage. On a d'abord donc une fonction gen to qui est RI. Donc le gen to URI, on va passer un tableau donc des gènes qu'on va avoir calculé ici. Ça va nous créer un chunky PNG image avec le tableau des gènes. Ça va sauvegarder et ça va appeler cette fonction assetData URI avec le chemin de l'image qu'on vient de sauvegarder. Et ce assetData URI, en fait, il va transformer une image, enfin un fichier en data URI. Le data URI, c'est un type d'encodage en base 64 qui vous permet, par exemple, dans les SRC, au lieu de passer l'URL d'un fichier, vous passez le data URI. Et votre navigateur va recréer à partir du data URI le fichier, en fait. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de sauvegarder le fichier sur le serveur si vous avez son data URI. Ça peut être utile comme nous, comme ça on n'utilise qu'un seul nom temporaire en fait de fichier qu'on va réutiliser pour toutes les nouvelles images. Et on va sauvegarder ces images sous la forme d'un data URI très temporaire aussi, donc on ne peut pas les conserver ces images-là. Voyez ce que je veux dire? C'est assez clair. Mais voilà, le asset data URI, c'est la même chose que dans le asset pipeline de Rails. Hein. Qui vous donne, c'est un helper dans le asset pipeline qui n'est pas disponible sur les vues. Et donc, j'ai refait très rapidement cette petite fonction. C'est vraiment pas compliqué. Allez, on va runner ça deux fois. Donc là, serveur is already running. Ok, bon, c'est pas grave. On n'aura pas le serveur à côté. Je l'ai dans une autre console. Voilà. Undefined method evaluate. Oui, parce que c'est evaluate. Merci. Evaluate person. Ok. Allez. Et voilà. Et donc là, ça recommence à faire chier. C'est fatigant.
Undefined méthode crochet formule 1000 classes. À quel endroit? Ligne 16. Personne score. Personne ne gêne. Alors, on va faire un pouce. 1, 2. Ah oui, mais on peut pas voir les pouces. Bon, alors, je me permets de faire ça. Ok, tac, tac, tac. On revient. Voilà, vous n'avez rien vu, vous avez fermé les yeux, bien entendu, pour ne pas voir, tout ce que j'ai de très privé sur mon ordinateur, c'est-à-dire d'autres dossiers de Ruby et de Rails. C'est super. Ah, il y a des trucs très privés, mais ils sont de ce côté-là. De ce côté-là, c'est safe. De ce côté-là, c'est là où je fais mes tests avant de vous faire les tryhards. Et que parfois je devrais y passer un petit peu plus de temps. Parce que, voilà. Alors, on a fait le 1, voilà, donc c'est la méthode de mutation qui fait yesh. Donc la méthode de mutation, pour l'instant, on va la vider. On va la vider complètement. Hop, on va dire, voilà, mutate personne, on renvoie personne. Donc ça ne fait rien. Et c'est super. Et on a des images. C'est très beau. Donc voilà, on a créé des images complètement random à partir des couleurs qui étaient contenues dans notre cher Pulp. Pulp, c'est l'image de référence qu'on cherche à retrouver. Donc, on travaille un petit peu avec les images, on a appris comment faire des trucs. Maintenant, on va juste faire la fonction de mutation. Donc, alors, je vous préviens, je mets un taux de mutation de 1 sur 1, c'est-à-dire que tous les gènes vont muter. Pour pas que ça fasse n'importe quoi, en fait, on va modifier un petit peu l'évaluation. On va modifier un petit peu l'évaluation, c'est-à-dire qu'on va dire score reçoit 0. D'accord? Quand on crée une personne ici, on va inclure un muted. Alors on va cloner vraiment pour pas que ça soit les mêmes tableaux, sinon c'est des passages de pointeurs et c'est la merde. On va faire ça. On va pas faire un delete if, mais on va faire un if, et on va faire des if ici. Donc si le gène est bon, on va incrémenter score. Sinon, on va faire muter le gène. Alors là, on va mettre muter n score, et là personne de score reçoit score. Donc comment est-ce qu'on va faire muter le gène? Il nous faut un each with index, forcément. Donc on change ça, hop. Et là on va dire que donc personne de muted de index va recevoir un nouveau random gène. Donc pourquoi est-ce que c'est muté à chaque fois? Parce que sinon c'est trop long. Et pourquoi est-ce que je fais muter uniquement les gènes qui sont mauvais? Alors, on dérive un petit peu de l'algorithme génétique, j'ai envie de dire, parce que ce genre de sélection n'a clairement pas sa place dans la nature. On ne dit pas « Ah, je veux muter que les mauvais gènes et les bons gènes ». Mais là, on est vraiment limité par le temps de calcul, en fait. Et du coup, je veux pas que ça soit trop long, donc voilà, je sélectionne les mauvais gènes directement et je les mute tous. En fait, la solution plus naturelle et plus normale qu'on aurait pu mettre en place, c'est de dire sur chaque image,
on va muter, disons, une dizaine de pixels complètement aléatoirement. Là, on va pas faire ça. On va dire tous les bons gènes, on les garde, tous les mauvais gènes, on les mute. Donc bon, c'est voilà, mais ça c'est parce qu'on est limité par le temps de calcul, mais on reste quand même un petit peu dans la logique du truc, donc moi ça me choque pas tellement, si vous voulez. Ici, on va éviter. euh, Ici, on va faire ça, donc ça, voilà. Donc là, on a amélioré notre fonction de mutation, et non. Et là, le mutate person, il faut renvoyer, en fait, un make person de point muted. Donc, pour les gènes, en fait, on va faire passer le muted. Les gènes mutés. Et pas muted. C'est ça. Mais ça, en anglais, en fait, ça veut dire, genre, j'ai coupé mon micro. Ça ne veut pas du tout dire j'ai muté. Il aurait fallu dire mutated. Genre un truc comme ça, probablement. Enfin bref, on s'en fout, on va dire muted pour nous. Voilà, allez, on va lancer ça. Hop, on a deux générations. On va pousser en fait la génération et le score. Donc, arrobase personne de score, sachant que le score max, voilà, on va faire diviser par sur score max, c'est quoi? Ça va être ça, start value, size. Hop, start value.size, donc c'est très bien. On va pousser et on va mettre un petit peu plus, on va mettre 100 générations pour voir. Donc on start génération, on voit que le score augmente, on voit qu'il augmente petit à petit, c'est normal, c'est très bien, on mute les gènes, etc., etc. On est arrivé à 6000 sur 17000, donc à peu près 30% sur 100 générations, c'est très très correct. Et, et sur la fin, je sais pas si vous le voyez, mais on commence à entrevoir le pouce. En partant, bien entendu, d'une image qui était complètement random et en l'en faisant muter de façon random aussi, et en sélectionnant uniquement les bons. Donc, on va pas, donc on va modifier un petit peu, parce qu'on va mettre beaucoup plus de générations, mais on va pas générer 40 000 images non plus. Du coup, je vais faire if génération modulo 100, combien, modulo 20 égale 0. On va faire, oh, il y a une petite indentation là, ouais, oh. Voilà, on va faire tous les 20 et on va mettre, allez, 1000 générations. Vous savez que vous pouvez mettre des underscores hein, dans vos entiers, ça ne change rien. Et c'est beaucoup plus joli. Donc là, on va faire tourner, hop, génération, 20, 30, 40, petit à petit, ça monte, ça monte. Donc vous allez remarquer qu'au début, ça monte rapidement, et puis après, ça monte de moins en moins rapidement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on fait muter moins de gènes à la fois, donc on a moins de chances de tomber sur un bon gène. Ah ouais. On a mis combien de générations? 1000, hein. On a mis 1000 générations, et là, et franchement là, on est à
à 16 900 sur 17 000. Donc on est presque arrivé. Hein. On trouvera peut-être pas le 100%, mais on va arriver à quelque chose qui est très très proche. Qui est extrêmement proche. Et là, il faut qu'il génère toutes ces images-là. Ça fait un paquet quand même. C'est pour ça que derrière, ça recommence à prendre du temps. Donc on va voir le résultat. Et peut-être que juste après, on va essayer sur un petit peu moins de génération de lancer quelque chose qui serait vraiment une algorithmie de hill climbing pure, c'est-à-dire avec une mutation, on va dire non contrôlée, comme ce qu'on peut faire ici. Voilà, c'est full random, et petit à petit, ça mute, ça sélectionne les bons gènes, et c'est vraiment génial. Et à la fin, on a une image qui est franchement vraiment pas dégueulasse. Je sais pas si vous le voyez avec la résolution, mais cette image est quasiment parfaite. Il y a juste quelques petits points qui restent. Est-ce que je peux pas faire plus là? Ah si. Voilà. Donc là, on a l'image finale. Elle ressemble à ça. Et c'est quand même quelque chose de plutôt stylé. C'est quand même... je dis quand même qu'on ait réussi à recréer une image juste en faisant de l'aléatoire. Chapeau. Allez, donc là, ça fonctionne parfaitement et c'est super stylé. Et moi, j'en suis très content. Maintenant, on va essayer de montrer quelque chose. On va essayer de faire une vraie fonction de mutation. Donc, on va mettre un taux de mutation de 1 sur 1000. Là, on va dire end. Donc, on va quand même calculer la mutation dans l'évaluation, mais on va juste la mettre là. Et du coup, on va dire if. Donc, soit on prend le searching, c'est ça, et du coup, on va muter aléatoirement 1 sur 1000, 1 sur 1000, ça fait pas beaucoup, parce que là on en a 17 000. On a 17 000. On va mettre 1 sur 5000. Ça, il y aura environ 3 pixels qui vont muter, qui auront une chance sur le nombre de couleurs qu'il y a. Il y a environ 250 couleurs sur cette image. Donc, ça va vraiment pas faire beaucoup. On va laisser 1 sur 1000. Et là, du coup, on va dire if rand inférieur à mutation rate. Donc, si on fait ça, a priori, on va avoir une meilleure, une fonction de mutation plus réaliste, mais bien entendu, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps, et ce que je me dis, c'est que ici, étant donné qu'on va changer le muted, il va falloir créer une nouvelle personne, enfin faire un duplicate, faire un dupe. Donc, je fais ça pourquoi parce qu'on travaille en Ruby, que les tableaux, quand on les assigne dans des variables sans faire des clones ou des dupes, qui sont deux alias pour la même chose, c'est des passages par pointeur, c'est-à-dire que vous allez partager le même truc. Si je fais un petit démo en console, si j'ai A reçoit 1, 2, 3, c'est B reçoit A, et je fais B //4,
B à 4 et A, il a 4 aussi, c'est les mêmes parce que c'est le pointeur du tableau que vous avez assigné dans B. Si vous voulez dans B faire une copie, vous pouvez faire un clone ou un dupe. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre les deux, c'est pas sûr, en vérité. Et si là, on fait B/4, donc B il a été modifié et A n'a pas été modifié parce qu'on a dupliqué l'objet. Donc voilà, et dans la méthode tracePerson, on duplicate, enfin on clone les tableaux de gènes. Ce qui fait en fait ici, si on garde le même objet, ça va, comment dire, ça va tout le temps modifier le même array. Donc au lieu de muter genre une dizaine, enfin 1 sur 1000, donc ça va faire une 17aine de pixels, ça va faire muter 17 plus 17 plus 17 et ça va faire un empilement de mutations. Donc c'est pas cool. Pas cool du tout. C'est comme si on faisait muter plusieurs fois la même chose. Donc voilà. En bas de personne reçoit. Ah là, personne. Voilà. Donc on va faire ça. On va lancer sur 1000. On va juste sauvegarder tous les 100. Et on lance ça. Et donc ça c'est une vraie fonction. Enfin une vraie fonction. C'est une fonction de mutation et donc un algorithme génétique un petit peu plus plus réel, mais qui va prendre plus de temps, et donc comparé à ce qu'on avait précédemment, la différence va juste se jouer sur la notion de temps et je trouve pas tellement en notion de logique. C'est pour ça que je vous ai présenté l'autre tout à l'heure. Et donc les algorithmes de hill climbing. Les algorithmes de hill climbing, dans quoi est-ce qu'ils sont utilisés? Souvent, c'est avant de faire un algorithme génétique complet, qui peut être compliqué à faire, etc. Et surtout, là, pour notre problème, si vous voulez, la fonction d'évaluation, elle est assez simple à créer, d'accord? Mais pour des algorithmes plus compliqués, la fonction d'évaluation peut être pas évidente à trouver. Et la fonction de mutation non plus. Un algorithme de hill climbing, il va vous permettre de valider votre fonction d'évaluation et votre fonction de mutation. Et par exemple, les algorithmes génétiques, dans quoi est-ce que ça pourrait être utilisé? Ça pourrait être utilisé, par exemple, pour les suggestions de recherche. C'est-à-dire, je tape une recherche, j'ai les résultats. Si un utilisateur clique sur les résultats, ça veut dire que les recherches étaient pertinentes. Et donc, l'algorithme qui renvoie les recherches est bon. Si l'utilisateur ne clique pas, ça veut dire que les recherches n'étaient pas pertinentes. Et donc, l'algorithme n'était pas bon. Et donc, on pourrait en fait dire, notre problème, c'est de trouver un algorithme pertinent pour les suggestions de recherche, et de dire, on va trouver cet algorithme-là en fonction sur un algorithme génétique qui serait implémenté à chaque fois qu'un utilisateur fait une recherche, et les caractères qui pourraient varier, ça pourrait être je sais pas, le poids des mots-clés, certaines choses, l'inclusion ou l'exclusion des petits mots, ce genre de choses. Ça pourrait être plein de trucs. On pourrait aussi réfléchir, faire un algorithme génétique pour calculer une intelligence artificielle. Si l'IA a gagné, c'est une bonne intelligence artificielle, si elle a perdu, c'est une mauvaise, et comme ça, après, les caractéristiques de l'intelligence artificielle, tu attaques à tel moment, tu descends à tel moment, enfin, j'imagine ce genre de choses pourrait se calculer, enfin, pourrait se trouver, comment dire, aléatoirement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recouper. Pourrait se trouver aléatoirement, et on pourrait
Du coup, trouver des intelligences artificielles sur des algorithmes génétiques. Je crois aussi que les algorithmes génétiques peuvent servir dans la résolution de problèmes de pathfinding, c'est-à-dire dans la résolution du chemin le plus court pour des GPS ou des choses comme ça. Je crois que ça peut être utilisé pour ce genre de problème aussi. Comment calculer quelle est la valeur la plus courte entre deux chemins. On prend des chemins complètement aléatoires et avec un algorithme génétique, on trouve le plus court. J'imagine que ça peut être fait. Donc voilà. Voilà l'intérêt des algorithmes génétiques, un petit peu plus poussés que de retrouver des images qu'on connaît déjà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même le poulpe, parce qu'il est super classe. On a mis combien de générations là? On en a mis 1000. Très bien. On va voir ce que ça donne. On n'a toujours pas le score. Mais non, il faut le mettre ça, il faut le mettre entre l'évaluation et la nouvelle personne. Il faut le mettre ici. On n'a pas le score qui s'affiche parce qu'à ce moment-là, le score n'a pas encore été calculé et à ce moment-là, en bas où c'était tout à l'heure, le score a été effacé puisqu'on a recréé une nouvelle personne. Il faut le mettre entre les deux. Pour la prochaine, on l'aura. Donc là, on est à 800 générations. On va voir ce que ça donne sur les images. Mais le truc, c'est que les images, au début, si elles n'ont pas un score qui dépasse soit 30-40%, on voit rien, quoi. C'est une bouillie de pixels absolument infâme. Absolument dégueulasse. Donc voilà. Ah, ça calcule à fond, hein. Tiens, l'ordi, il chauffe, hein. Ah, je peux vous dire, les processeurs, ils sont à milliards de pourcents, là. Putain, ouais, c'est à des milliards de pourcents. Ils sont tous à 100%. Ah oui, mais en plus, j'ai le truc d'enregistrement vidéo, c'est pour ça. C'est pour ça que ça s'appelle Ruby. Ruby, ils sont que sur un processeur unique, je crois, j'en sais rien. Mais moi, j'ai jamais vu dépasser le processeur Ruby dépasser 100%. Et 100%, c'est un seul cœur. Et là, cette machine, elle en a 4 des cœurs. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Il calcule les trucs? Ah, ça va apparaître. Ah, voilà. Et on voit qu'il y a une espèce de progression parce que celle-là est plus foncée que celle-là et clairement il y a plus de blanc que de noir dans notre image finale. Mais c'est vrai que on voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Je vais changer quelque chose qui va probablement améliorer les performances. Tiens, gc.enable. gc.enable, c'est pour démarrer le garbage collector. Parce que pour aller plus vite, j'ai désactivé le garbage collector sur les actions. Quand une action se fait dans le Ruby, enfin dans Rails, je le désactive avant et je le réactive après. Comme ça fait que le garbage collector va pas s'exécuter pendant l'action, il va pas ralentir, parce que le garbage collector est très lent. Mais quand on a un process qui consomme énormément de mémoire, comme c'est le cas ici, forcément on a besoin du garbage collector, sinon la machine pète littéralement un câble. Je parlais que le Ruby, il était... j'ai mis combien? J'ai mis 10 000. Ah non, mais 10 000, on va attendre 20 minutes. Je peux pas faire 20 minutes de rien du tout. Déjà, là, sur mes générations, j'ai du mal à meubler, je savais pas quoi dire. On va juste regarder un petit peu tous ensemble si le score augmente. On va constater qu'il augmente.
Et après on va se dire bisous, ciao ciao, bye bye. Et rentrer, tout le monde, on va vaquer. On va vaquer à nos occupations, on va retourner vaquer. Voilà, donc 114, 104, 113, 120. Eh ouais, c'est 127. Ça va plus vite que tout à l'heure ou pas, hein? Avec le Garbage Collector activé, hein, probablement. Voilà, donc petit à petit ça monte. C'est vraiment pas fou. Ça change pas la face du monde, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté tout à l'heure un algorithme qui faisait en sorte que les choses aillent un petit peu plus vite, qui poussait un petit peu la nature. Allez, je vous laisse là-dessus, d'accord? Donc comme d'habitude, oui, mais non, je vais vous laisser toutes les ressources. Donc vous l'avez sur mon blog, dans l'onglet Screencast. Sur cette vidéo, vous aurez toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tryhard, cette expérience, on va dire. Et, euh, et vous avez le lien vers le blog et donc vers le truc où il y a toutes les ressources dans la description de la vidéo YouTube. Je vous fais des bisous, je vous fais de l'amour, je vous laisse tranquille et, et puis voilà. Puis voilà. Je vais laisser la vidéo tourner peut-être. Je vais laisser la vidéo tourner et on va regarder le résultat ensemble. Je ferai peut-être une coupure à ce niveau-là, en mode le chargement il va se faire. Et je ferai une coupure super classe. Et je remettrai après, je vous referai la petite conclusion, le petit PS, le post-scriptum. Voilà, parce que là on s'est déjà dit au revoir, quoi. Normalement on n'a plus le droit de trop se parler. Donc c'est vrai on peut assez rigoler maintenant, on peut regarder tout un tas de trucs super chouettes. Donc voilà, on s'emmerde, hein. Là on s'emmerde. Là on s'emmerde. Putain, surtout qu'on est à quoi, un score à 309, mais même sur 10 000 générations, on va arriver à rien, quoi. Je veux dire, regardez ça, les mecs. 3000 générations, on est à 314 sur 17 000. 314 sur 17 000. Alors que tout à l'heure, on a fait ça en quoi? En 1000 générations, on est arrivé? Vous trouvez ça sérieux? Pas sérieux. Donc, non, vas-y. On va pas. Il faut vraiment trop de générations avec un fair climbing classique, c'est-à-dire un taux de mutation raisonnable. C'est bizarre parce qu'on est dans un hill climbing, donc ce taux de mutation, je ne comprends pas pourquoi il est si faible. Voilà. Et il y a un autre truc que j'ai du mal à saisir, les algorithmes génétiques, c'est la déperdition en fait du patrimoine génétique. C'est-à-dire que si vous avez une population qui a des scores, en fait, où il y a beaucoup de gènes possibles. C'est-à-dire, c'est pas forcément une phrase très longue à trouver, mais il y a beaucoup de possibilités pour chaque gène. Un petit peu comme tout à l'heure sur le Mont Royaume pour un cheval, on avait beaucoup de gènes possibles. Imaginez
Ou imagine, voilà, on va se tutoyer, ça fait un moment qu'on suit. Imagine qu'on ait des milliards, enfin des millions de gènes possibles. Ça veut dire qu'un individu, vu qu'il a que 26 possibilités, enfin il n'a que 26 cases à remplir, mais pour chaque case il a 1 million de choix. Donc il a très peu de chance, il a sur chaque case une chance sur 1 million d'avoir la bonne valeur. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités pour que les scores de notre population soient très faibles. Hein, la chance pour qu'un individu ait un score donc sur 26 de 3 ou 4 du premier coup est extrêmement faible. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de scores qui vont tourner sur 1, alors 0 beaucoup, et peut-être certains 1 et peut-être de rares très chanceux qui auront un score de 2. Mais dans ce cas-là, quand on va les prendre, on va les trier, donc on a, imaginons, une population de 100, on va prendre disons, les 50 meilleurs ou les 80 meilleurs. On va prendre les 80 meilleurs. Les 20 qui restent, ils sont complètement sortis. Mais pourtant, ce qui est problématique, c'est que ces 20-là, ils possédaient probablement de la diversité génétique, donc des bons gènes, qui ne se retrouvent pas dans les 80 premiers, puisque les 80 premiers ont très peu de gènes en soi. Parce qu'il n'y a que 26 caractères possibles, donc s'il n'y a que 80, il y a de la chance, il y a des chances pour qu'ils soient en double en fait, les bons gènes, dans ce cas-là. Mais si on avait une phrase à chercher grande aussi, c'est de plusieurs centaines, de plusieurs milliers, comme dans le cas de notre image, qui fait 17 000, on a donc peu de répétitions, peu de doublons. Ça veut dire que chaque individu, même s'il a un score que de 1, est important pour la diversité génétique. Et pourtant, on va virer à chaque génération les 20 d'en bas. Ce qui veut dire que ces 20-là, qui possédaient 20 gènes importants, qui ne se retrouvent pas dans le reste de la population, vont être virés. Et donc, on va procéder à une déperdition génétique complètement folle. On va perdre de la diversité génétique petit à petit. Et du coup, si on n'inclut pas la mutation, on va se retrouver sur un extrémum local. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est presque la mutation qui va faire la grosse part du boulot, puisqu'on va avoir tellement de déperdition génétique au fur et à mesure des générations que en fait toute la diversité génétique rajoutée elle vient de la mutation et dans ce cas autant garder que la mutation et faire un hill climbing. D'ailleurs c'est pour ça que sur l'image j'ai fini par faire un hill climbing. Au début je voulais faire un vrai algorithme génétique mais j'ai pas réussi parce qu'il y avait trop de déperdition. Alors je pense qu'une solution pour lutter contre ça c'est d'avoir des populations beaucoup plus grandes où il y aurait en fait soit avoir moins de gènes possibles, mais ça c'est pas forcément un choix, que si on a moins de gènes possibles, en fait il faut avoir une solution pour avoir plus de doublons. Plus de doublons en fait dans la diversité génétique. C'est-à-dire que si on enlève un individu, on va pas perdre la diversité génétique parce qu'il est représenté ailleurs, le bon gène est représenté ailleurs dans un autre individu, parce que c'est un doublon. Enfin, parce que ce gène-là est représenté plusieurs fois avec la bonne valeur. Et ça veut dire que si on a forcément beaucoup de gènes possibles et peu de doublons et beaucoup de phrases à chercher, il faut une population qui soit ridiculeusement ridicule. J'ai perdu ce mot. Je ne sais plus comment dire ridiculeusement longue, grosse, grande, je ne sais pas, nombreuse. Il faudrait une population complètement folle, complètement de millions. Par exemple là, on a 17 000 à chercher. On a environ 300 valeurs de gènes. Ça veut dire que pour qu'un gène soit représenté
2 fois, il nous faut environ 17... En fait, si on a une population de 17 000... Non, si on a 203 gènes, ça veut dire que si on a une population de 203, on a potentiellement... Et non, parce que là, il y en a 17 000. C'est-à-dire que pour chaque gène, on a 203 chances de tomber sur un bon. Donc pour chaque gène soit représenté une fois, si je dis pas de conneries, il faudrait 203 de population. C'est pour chaque pixel, il y a une chance sur 203. Donc pour qu'il y ait une chance sur 1, il faudrait environ 203 de population. Mais comme je suis nul en... hein, comme je suis nul en proba et en maths, il doit y avoir une règle qui fait que c'est pas 203, mais c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, on sait pas. Mais voilà, parce que c'est la probabilité de trucs, sachant que, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, il faudrait, pour qu'il soit représenté qu'une seule fois, qu'il y en ait 203. Donc, il faudrait, pour qu'il soit représenté 2 fois, qu'il y en ait 400. Et c'est pas si gros, 400. Bon, en même temps, 400. Là, vous avez vu le temps que ça met pour 10 000 générations avec une seule image. On multiplie ce temps-là par 400, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de temps, hein. On pourrait dire 400, c'est pas tant que ça de population, et c'est vrai, mais en temps d'exécution, ça multiplie par 400. Donc une seconde multipliée par 400, ça fait 5 minutes. Vous imaginez un truc qui vous a pris 10 minutes, 1 minute, 5 minutes. Un truc qui vous a pris 10 minutes, eh ben, fois 400, ça fait 400 minutes. 400 minutes, c'est 5, c'est 7 heures. Donc vous passez de 10 minutes à 7 heures. C'est-à-dire, vous lancez l'algo le matin, vous avez le résultat le soir quand vous rentrez du boulot. Et tout ça pour une génération, pour 400 de population seulement. Et pour autant de générations ici à peu près. Donc non, c'est clairement pas possible. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben rien du tout, parce que c'est dégueulasse. Parce que ça avance, ça avance hein, petit à petit, mais voilà, vous avez vu. Alors voilà, en 10 000 générations, on est arrivé à un score de 675. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. Pas mal. Bon allez, on s'est déjà fait des bisous tout à l'heure, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous fais encore une fois. Mouah. Allez, bye bye. Ah, bye bye. À la prochaine. C'était le dernier sur les algorithmes génétiques. Ensuite, c'est fini. On passera sur autre chose. Je sais pas encore trop quoi. Mais on passera sur autre chose et on va probablement commencer très bientôt les vraies émissions, le tryhard. C'est bientôt fini. Allez.